Bienvenue sur Info 83. Merci de nous suivre. Nous allons évoquer les élections régionales qui se profilent les 20 et 27 juin prochains avec des rebondissements qui se sont passés ces derniers temps, depuis dimanche dernier, dans la région sud. Pour évoquer ce sujet avec nous, le président de l'Institut ELAB que vous connaissez tous, Bernard Sananès. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Thierry. Vous allez bien, Bernard? Oui, tout va bien, merci. Alors, ça vous concerne un petit peu parce que vous êtes de la région, hein. Vous êtes niçois de naissance, mais vous avez passé de longues années à la Seine-sur-Mer. Ce qui se passe en région sud, en tant qu'observateur politique que vous êtes, ça vous évoque quoi? Bon, écoutez, je pense que c'est un événement politique de première importance. Alors, sans doute, ça ne passionne pas l'opinion parce que ça a un côté négatif des petits jeux politiciens. Mais si on le prend, et c'est le sens de votre question sur l'analyse politique, c'est évidemment un événement important. C'est un événement important qui traduit une tentative de recomposition politique qu'a amorcé Emmanuel Macron depuis son élection en 2017. Et j'allais dire finalement, après la nomination d'Édouard Philippe à Matignon, Édouard Philippe venu de la droite, l'annonce d'une recomposition possible en PACA semblait finalement comme une réplique de ce mouvement initié par La République En Marche et par l'exécutif. Alors, nous sommes quelques jours après cette vraie fausse annonce de Jean Castex dans le JDD, vraie fausse annonce qui d'ailleurs n'a Elle est, pas elle est- été elle est pilotée, finalement. elle est pilotée pour qu'on s'entende bien, pardon Bernard Sananès. Cette annonce de Jean Castex est bien pilotée par Emmanuel Macron. Oui, ça semble clair pour tout le monde. Personne ne peut penser que ce n'est pas à l'initiative de l'exécutif dans son ensemble et notamment du président de la République. Et puis, il faut le dire aussi, le président de la République, euh, que l'on soit pour ou contre lui, a été élu sur cette promesse de recomposition politique. Il l'a toujours annoncé dès sa campagne électorale et pendant les premiers mois de son quinquennat qu'il voulait faire travailler ensemble des gens de droite, des gens de gauche, des gens du centre. Donc pour le coup, ce n'est pas surprenant de sa part. Ce qui est surprenant, c'est que cela ait réussi à déstabiliser en quelques heures, en quelques minutes, une partie de la droite. Et quand on regarde ce qui s'est passé, il faut se souvenir un peu de l'histoire politique de cette région. Mhm. Les différents analystes et différents observateurs depuis 20 ans ont longtemps pensé que si un jour il y avait des tentatives d'alliance entre la droite et le Front National, aujourd'hui le Rassemblement National, ce serait en région PACA où ce laboratoire pourrait avoir lieu. Et soudain, ce qui se produit, c'est Ça faillit être le cas, pardon Bernard Sananès, en 1998, avec tout Estrosi à qui... fait. Voilà. Tout à fait. Je ne dis pas que ça n'est jamais arrivé, mais ces accords sont restés très locaux. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est l'alliance, j'allais dire, inverse qui s'est produit avec une partie des responsables de la droite républicaine dans la région PACA, un courant politique qui compte évidemment beaucoup, et bien une partie de ces responsables de droite prêts visiblement à s'allier ou en tout cas à passer un accord régional avec la République en marche. Alors on l'a vu, c'est au plan national en fait que Emmanuel Macron tente de déstabiliser un petit peu, de saturer le paysage politique à droite, puisqu'on le voit, il y a vraiment une incohérence entre ce qui se passe en Provence-Alpes-Côte d'Azur, ce qui se passe dans les Hauts-de-France, avec Dupond-Moretti qui est envoyé pour contrer Xavier Bertrand. On voit très bien que Emmanuel Macron vraiment tente de récupérer la droite traditionnelle. Oui, pour ça, il faut avoir un chiffre en tête. Dans toutes les enquêtes d'opinion depuis 2017, nous avons à peu près entre 40 et 50 de ceux qui ont voté pour François Fillon, électeur de la droite Mhm. républicaine, entre 40 et 50 près d'un électeur sur deux, qui disent faire confiance à Emmanuel Macron. Si cet électorat sensible à l'action d'Emmanuel Macron transforme cette intention dans les sondages, s'il le transforme en acte de vote pour Emmanuel Macron, eh bien alors, il n'y aura pas de surprise, la droite sera à nouveau éliminée du second tour de l'élection présidentielle. Donc cet électorat, il est évidemment clé pour Emmanuel Macron. Si l'électorat de droite continue à être fracturé entre une partie qui souhaite voter pour le candidat de la droite républicaine, une partie qui souhaite voter pour Emmanuel Macron, une partie qui souhaite voter pour Marine Le Pen, eh bien, la droite sera peut-être définitivement, cette fois-ci, euh, finalement écartée du second tour de la présidentielle et affaiblie durablement dans la vie politique. Donc, il y a un enjeu clé pour Emmanuel Macron, d'autant plus
que depuis quelques semaines, nous voyons que la droite avait repris quelques couleurs. Pour la première fois depuis les européennes, son candidat, en tout cas le moins mal placé d'entre eux, c'est-à-dire Xavier Bertrand, affichait un 15% dans les sondages. Alors à 15%, on est loin d'être qualifié pour le second tour, mais on est déjà sorti du purgatoire que constituaient les 8% obtenus par François-Xavier Bellamy aux élections européennes. Et en ce qui concerne la région Renault Muselier, qui bénéficiait, on va dire, d'une bonne dynamique avec cette crise sanitaire, des actions, il a bien évidemment été en première ligne, bien souvent d'ailleurs, pour critiquer l'action du gouvernement. Il était donc, en ce qui concerne la présidence de la région, en bonne, on va dire, position. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette crainte du raz-de-marée, on va dire, Rassemblement national? Parce que c'est ce qui est évoqué par les instances locales de La République En Marche, notamment Hubert Falco, le maire de Toulon, et Christian Estrosi. Alors, je nuancerai, si vous me permettez, un tout petit peu votre point. Bien sûr, Renaud Muselier a un bilan à mettre en avant. Bien sûr, il a été très visible dans la crise sanitaire qui a frappé le pays et la région particulièrement. Mais quand on voyait les récentes enquêtes, on voyait bien une progression du score du Rassemblement national dans la région. Et personne ne pouvait dire, même si Renaud Muselier semblait encore favori, personne ne pouvait dire que le Rassemblement national n'était pas en mesure de gagner la région. D'autant que le Rassemblement national présente un candidat qui est issu de la droite républicaine, Thierry Mariani, qui a été membre du gouvernement Sarkozy, et que son profil peut séduire des électeurs de droite. Rappelons également qu'en 2015, c'est la région où le candidat du Rassemblement national, c'est-à-dire Marion Maréchal-Le Pen, a fait le meilleur score. Elle avait fait 40% au premier tour et elle avait fait 44-45% au second tour. Donc le courant Rassemblement national, on le sait dans la région PACA, dans toutes les élections locales comme nationales, est extrêmement fort. Marine Le Pen elle-même, sur l'ensemble de la région PACA, région sud, pardon, aujourd'hui, a atteint 45% au second tour de l'élection présidentielle de 2017. Donc la victoire n'était pas acquise pour Renaud Muselier. Il était un favori, mais un favori fragile. Et c'est sans doute le fait que poussée du Rassemblement national ait été anticipée par les différents états-majors des candidats qui a conduit à ce projet d'accord. Ça donne raison donc aux craintes d'Hubert Falco, qui lui prône pour le rassemblement et l'union contre le Rassemblement national. Il y a vraiment Mais urgence ici dans la région. en tout cas, il y a clairement à droite, dans la région et au niveau national, cette fracture se reproduit, un clivage entre ceux qui, à droite, ont préféré, au second tour de l'élection présidentielle, appeler clairement à voter Emmanuel Macron, et ceux qui ont choisi, pour faire simple, le ni-ni, c'est-à-dire Marine Le Pen ni Emmanuel Macron. Et ce clivage, cette fracture est très structurante et explique la semaine que nous avons vécue et que vous avez suivi vous aussi. Et c'est vrai que ce soit dans la région, que ce soit à Paris, on s'est rendu compte de cette déflagration. Un ami varois me disait pendant la semaine, finalement, à côté, Baron Noir, ce n'est rien. Et d'autant plus qu'on a appris il y a quelques heures que finalement la République En Marche allait maintenir sa liste par la présidence enfin par la présidence, la candidature pardon, de Sophie Cluzel, donc ce qui va jeter un pavé dans la mare supplémentaire, un pavé Bien, supplémentaire dans la écoutez, oui, mare. c'est extrêmement compliqué pour la République en marche, hein. On sait que dans les enquêtes d'opinion, a été crédité d'un score qui ne lui permettait pas de gagner la région, et donc elle jouait plutôt pour la troisième place. La République en marche n'est pas très bien implantée dans la région, elle n'a pas encore de figure extrêmement connue. Et donc, après avoir annoncé qu'elle se retirait de la campagne, revenir dans cette campagne, c'est quelque chose qui va être très difficile. Mais si on élargit, on peut se dire que finalement, la semaine politique vécue ne va sans doute pas profiter ni à la République en marche, ni à la droite républicaine. Et qu'au terme de cette semaine, il est possible, on verra dans les enquêtes d'opinion, on verra bien sûr dans les urnes, ce sont toujours les électeurs qui ont le dernier mot, il est possible que cette séquence ait finalement profité au Rassemblement national, qui devient en quelque sorte un peu aujourd'hui favori pour l'emporter dans cette région. Est-ce que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en vue des élections de 2022, la présidentielle, sera un petit peu on va dire le pilote de ce qui va se passer à l'échelon national ou pas du tout? En tout,
En tout cas, les configurations ne sont pas les mêmes dans toutes les régions. Les chances de gagner du Rassemblement national sont, je viens de le dire, assez fortes en PACA. Elles sont fortes également en région des Hauts-de-France. Il y a une ou deux autres régions où le Front National peut aussi l'emporter. Mais dans toutes les régions, le Rassemblement national fera un très bon score. Rappelons d'ailleurs qu'en 2015, il était sorti au niveau national premier de ces élections régionales. Il avait même devancé légèrement la droite républicaine avec 28% des voix. Donc, ces élections régionales vont être suivies par tous les observateurs comme un test d'une possible recomposition politique. Et elles vont avoir un enjeu majeur, c'est de savoir ce qui se passera entre les deux tours. Est-ce que les phénomènes dits de front républicain qu'on avait connus en 2015 vont se reproduire ou au contraire, est-ce qu'on aura une fragmentation de l'offre politique? Où en est Bernard Sananès, la confiance envers le président de la République Emmanuel Macron? Un tiers des Français lui font confiance encore aujourd'hui? Tout à fait. Un tiers des Français lui font confiance. Ce sont les chiffres de notre baromètre est là pour les échos ce matin. Vous avez donc des chiffres qui sont tout frais. Deux manières de voir ces chiffres. 33%, c'est bien sûr assez faible. Ça veut dire que près de 2 Français sur 3 ne font pas confiance au président de la République. Mais finalement, quand on regarde sur les 4 ans et qu'on regarde où étaient les prédécesseurs d'Emmanuel Macron à la même époque de leur quinquennat, on se rend compte que Emmanuel Macron fait un tout petit peu mieux à un point de plus, donc c'est à peu près au même niveau que Nicolas Sarkozy, mais qu'il est une cote de popularité 2 fois plus élevée que François Hollande à la même époque. Ce qu'il faut noter, c'est qu'après 2 années très difficiles en termes de popularité pour Emmanuel Macron, les années 2018-2019, marquées notamment par le mouvement des Gilets jaunes, finalement, le président de la République a réussi pendant la crise sanitaire à retrouver la confiance limitée, minoritaire, de certaines catégories socio-professionnelles et politiques, ce qui explique aujourd'hui ce score de 33%, qui bien sûr, encore une fois, n'est pas un bon score, mais qu'il faut relativiser. Est-ce qu'on peut dire, je vais me laisser aller à une question hasardeuse de Bernard Sananès, vous m'arrêtez tout de suite si je me trompe, est-ce que la crise sanitaire n'a pas été finalement profitable au président de la République? La crise dans la plupart des pays, il y a eu un moment où la crise a profité à ceux qui incarnent le pouvoir. C'était un moment particulier pour la société française comme dans les autres démocraties occidentales. Et forcément, il y a eu un mouvement autour de ceux qui incarnaient le gouvernement et l'État. Ce mouvement en France a été moins fort que dans d'autres pays. Hein. C'est un phénomène que les sondeurs, que les observateurs politiques, notamment anglo-saxons, appellent rally around the flag. On se retrouve autour du drapeau. En France, il n'y a pas eu véritablement ce phénomène-là. On a eu, par exemple, à l'inverse, une chancelière allemande, Angela Merkel, qui a beaucoup gagné en popularité au début de l'épidémie. C'est un peu moins le cas aujourd'hui. Mais Emmanuel Macron a réussi, en tout cas, malgré la gestion très difficile très critique portée sur la crise sanitaire, a réussi à retrouver effectivement un socle de confiance qui aujourd'hui n'est pas négligeable. Alors qu'encore une fois, quand on prend les différentes étapes de la crise sanitaire, que ce soit les épisodes des masques, des tests, des vaccins, le jugement des Français, lui, est assez critique. Puisque nous avons la chance de vous avoir, Bernard Sananès, président de l'Institut ELAB, une étude également qui est parue également sur votre site, c'est les Français et les perspectives économiques. Qu'en est-il justement de cette étude, Bernard Sananès? Oui, vous avez raison. Cette étude, je crois, c'est pas parce que c'est une étude ELAB, mais elle est assez intéressante. Elle montre le niveau d'inquiétude très élevé des Français dans la situation économique et le paradoxe finalement que parfois nous oublions entre des prédictions économiques, des prévisions économiques qui sont sans doute justes. Hein. On nous annonce une reprise de la croissance. Certains observateurs parlent des années folles. Et puis, les Français ont le sentiment que ce n'est pas le cas. Ils sont inquiets pour leur situation personnelle en termes de pouvoir d'achat, inquiets pour leur emploi, et puis globalement inquiets pour la situation du pays et pour le niveau de la dette. D'ailleurs, ils considèrent que la reprise ne va s'effectuer que lentement. Ça veut dire qu'il y a, et je reviens avec notre sujet précédent de la campagne de 2022, il y a un risque de fracture nouvelle par rapport à la situation économique et à la sortie de crise
partie des Français se disant finalement, pour certains, cela a redémarré plus vite que pour d'autres. Et donc, on parle beaucoup de thèmes comme la sécurité qui s'installe, c'est vrai, dans la campagne électorale, comme un thème très, très important, voire Majeur, majeur. essentiel. Il ne faut pas oublier que les questions économiques, notamment l'emploi et le pouvoir d'achat, restent aussi au cœur des préoccupations des Français. Voilà, et 7 Français sur 10, selon cette étude justement, s'attendent à un lent redémarrage. Merci Bernard Sananès, on aura le plaisir de vous recevoir à nouveau si vous le souhaitez bien sûr. Vous serez le bienvenu en tout cas sur Info 83. Merci de cet Merci éclairage Thierry. politique. Merci, à bientôt Bernard Sananès. Merci de nous avoir suivis sur Info Bientôt. 83.